Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes venus vous parler des initiatives de l'association Francisport et notamment de son déploiement dans les territoires français. Donc je m'appelle Stéphane Hutine, je suis représentant et membre fondateur de l'association Francisport. C'est une association qui regroupe les acteurs de l'e-sport français, notamment sous forme de 3 collèges. Un collège des éditeurs de jeux et développeurs de jeux qui sont propriétaires des jeux. Un collège promoteur qui opère des actions professionnelles ou à vocation professionnelle autour du jeu vidéo et de l'e-sport, et un collège lié aux joueurs et aux clubs amateurs qui, eux, sont plus orientés sur la pratique e-sportive. J'ai à mes côtés, du coup, Rémi Chanson, que je vais te laisser te présenter. Bonjour, donc je suis aussi membre fondateur de Francisport et je suis délégué territorial Île-de-France. Et parallèlement à ça, je suis président d'Armateam. Et Pierre Zauchâtelain. Oui, bonjour à tous. Donc, membre fondateur et délégué territorial de Francisport Région Sud et président de l'agence Centurio. Excuse-moi, j'ai rajouté Zo. L'habitude. Donc aujourd'hui, on va venir vous parler rapidement de l'e-sport parce que je pense que la définition même du sport est pas faite. Alors on va pas vous définir l'e-sport non plus là, mais dans les grandes lignes. Est-ce que je vais faire travailler un peu mes petits camarades. Pierre, est-ce que tu pourrais nous donner, toi, la définition rapide de ce qu'est l'e-sport? Alors, l'e-sport, c'est tout simplement la pratique compétitive du jeu vidéo. Et nous, on fait souvent la distinction, souvent à des publics un peu néophytes, entre l'e-sport et les exergames, parce que souvent il y a cet amalgame qui est fait. Les exergames, ce sont des jeux vidéo qui demandent une pratique physique, comme certains jeux en réalité virtuelle ou Just Dance par exemple. Et aussi, on le différencie des simulations sportives. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'e-sport, c'est forcément des jeux vidéo de sport. Non, c'est tout simplement une pratique compétitive du jeu vidéo. Voilà, donc exergame, c'est ce qui se rapproche du virtual sport. Du coup, c'est on s'engage physiquement, on fait du vélo, on fait de la Wii, on bouge, voilà. Ok. Donc e-sport plus la composante compétitive en fait qui englobe vraiment l'activité. Merci de ta définition, Pierre. Et en plus, on a une belle définition en texte proposée dans la présentation. C'est formidable. Si on devait parler des chiffres qui sont pas bons, c'est pas ceux-là. Si, c'est ceux-là, pardon. Bon, les chiffres sont à jour, pardon, puisque tous les ans, Francisport propose un baromètre avec Médiamétrie comme opérateur qui vient donner une tendance et mettre un petit peu des chiffres sur le territoire français, notamment des chiffres sur la consommation de l'e-sport et la pratique de l'e-sport. Donc on a plusieurs manières de les définir. Est-ce que Rémi, tu veux te risquer à nous commenter ces chiffres? C'est sur la façon de segmenter. Disons que le jeu vidéo aujourd'hui, c'est la première industrie culturelle de France. Et c'est vrai que tous les jeux vidéo ne sont pas e-sport. On pense à tous les jeux solo, etc. Mais par contre, il y a des jeux e-sport qui peuvent être joués de différentes manières, soit avec une pratique de loisir, soit vraiment avec une pratique compétitive. Donc en gros, c'est un peu ça qui sont retranscrits par les chiffres. Donc on a vraiment ceux qui vont participer à des compétitions, regarder des compétitions sur Twitch, etc. Donc on va dire un peu le noyau dur. Et puis on a ceux qui vont de temps en temps faire une petite partie entre amis. On pense à FIFA par exemple, qui peut être joué de manière extrêmement compétitive ou complètement de loisir. Et donc ça donne des chiffres comme ça qui sont différents selon l'intensité de la pratique, on va dire. Alors ça, ce sont les chiffres nationaux. Est-ce qu'il y a une tentative d'aller creuser un petit peu plus bas, aller dans les régions, puisque vous êtes responsable d'antenne? Est-ce que vous avez vocation à essayer de trouver une solution pour avoir des chiffres plus territoriaux? Ouais, nous, en tout cas, dans notre plan d'action, à partir de l'année prochaine, on va mener une étude similaire à celle que mène Francisport avec Médiamétrie au niveau national, mais spécifique à la région sud, en adressant des sujets assez simples de quantifier la pratique, mais aussi d'aller se renseigner au sujet de problématiques propres à notre territoire, qui ne sont pas forcément celles de l'Île-de-France, du Grand Est, etc.
Donc c'est une démarche qu'on engage nous en début d'année, effectivement. Faire cette étude, nécessite un certain coût, puisque Médiamétrie, c'est une étude d'ampleur qui est maintenant attendue par tout le secteur. Et c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on propose aux collectivités, si elles veulent en effet une granularité plus fine et surtout sur leur territoire. Donc ça fait partie des options qui sont proposées. Alors il s'avère que l'année dernière, il y a 2 ans, mais je crois l'année dernière, il y avait eu l'étude sur l'Île-de-France parce qu'il fallait plusieurs régions un petit peu en mode test. Mais là, l'idée, c'est vraiment de le proposer à la région ou même, par exemple, la ville de Paris, des collectivités plus petites. Et en effet, c'est un travail qui peut être fait. Par contre, il faut nous prévenir assez tôt, puisque même si les résultats sont publiés en fin d'année, l'étude commence plutôt vers le printemps. Donc ça veut dire que voilà, jusqu'à mai, c'est quelque chose qu'on va proposer, en tout cas pour le baromètre 2024. Mais en effet, ce sont des chiffres qui sont extrêmement intéressants, puisqu'ils questionnent la pratique des usagers de l'e-sport sur le territoire. Et du coup, j'imagine qu'il y a une ingénierie spécifique, parce qu'on peut peut-être rajouter des questions spécifiques au territoire qui peuvent intéresser justement la collectivité avec qui on va travailler, là, ou la région ou les départements. Si on devait continuer à creuser les chiffres qui sont mis à jour par monsieur Nicolas Bézon, on a une manière de qualifier la pratique, donc on en a parlé tout à l'heure. On a les consommateurs qui regardent le jeu vidéo, qui ont regardé au moins une fois une compétition et donc qui savent la nommer. Donc c'est quelqu'un qui connaît l'activité e-sport. Donc là, on est proche de 12 millions au total. Maintenant, si on regarde la pratique en tant que telle, on a 3 types de pratiquants. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut se lancer à la description un petit peu de ces pratiquants ? Ouais, alors les 3 types de profils définis par cette étude, c'est joueurs grand public, e-sportif loisirs et e-sportif amateur. La première catégorie désigne des pratiquants qui vont jouer sans classement et sans compétition. C'est-à-dire qu'ils jouent à des jeux e-sport, mais sans avoir forcément d'objectif ou de recherche de la performance, etc. Le deuxième profil, donc e-sportif loisir, il va jouer, j'ai un doute, avec classement et sans compétition. Donc là, ce qu'on appelle en ranked, par exemple sur League of Legends, sur Clash Royale, etc. Mais pareil, sans forcément avoir une vraie démarche d'entraînement, de se remettre en question, d'observer les mises à jour, ce qu'on appelle la méta du jeu avec les mises à jour régulières, etc. Et ensuite, on a le profil le plus abouti dans l'exercice, c'est e-sportif amateur. Et là, on joue avec classement et avec compétition. Donc on peut intégrer une équipe, participer à des tournois online ou en présentiel. Ce qui est intéressant à observer sur ces 3 types de profils, c'est que on est vraiment content d'observer qu'au fil des années, la part des femmes a augmenté, notamment sur la pratique grand public. Mais malheureusement, elle reste très très faible sur la pratique e-sportif amateur, donc la pratique la plus assidue. Et c'est un des sujets qu'on travaille énormément avec les collectivités, de rendre l'e-sportif le plus mixte possible, quoi. Merci Pierre. Maintenant, on va parler plutôt territoire. Vous qui connaissez bien vos territoires propres par rapport à la répartition des acteurs qu'il y a sur le territoire. Pourquoi des antennes ? À quel moment, en fait, on décide de créer une antenne sur son territoire ? Rémi ? Alors déjà, il faut rappeler que les antennes au niveau de Francisport, c'est quelque chose de récent. Ça a commencé cette année. Ça fait plusieurs années qu'on y réfléchit, parce qu'on s'est rendu compte que Francisport ne pouvait pas forcément justement parler avec toutes les collectivités, ou pas forcément donner le bon interlocuteur, puisqu'on avait des personnes qui habitaient par exemple Poitiers, qui devaient aller voyager à l'autre bout de la France à chaque fois. Donc il y a eu cette idée de s'approcher du local, pour justement répondre à ce besoin. On a réfléchi pas mal de temps à quel serait le meilleur niveau, et au final c'est la région qui a été choisi, il a fallu changer les statuts, etc. Donc ça a commencé cette année. Et donc comment ça s'est passé ? Il y a eu comme un appel à projet au niveau de Francisport sur des constitutions d'antennes. Et les 2 premières régions qui ont été sélectionnées, donc c'est Région Sud et Région Île-de-France, parce qu'il y avait déjà un certain nombre d'acteurs qui avaient déjà travaillé via Francisport sur différents projets, et ça a pu se faire un peu rapidement. L'idée aussi dans la régionalisation de Francisport, c'était de surtout pas attendre que toutes les régions soient prêtes pour commencer, parce qu'on savait qu'il y a une certaine inégalité sur le territoire en termes d'acteurs e-sportifs. Et donc c'était plutôt, dès qu'une région est prête, représentative, que ça soit au niveau des organisateurs, des clubs, des joueurs, etc., qu'on puisse lancer. Et donc c'est ça qui a un peu poussé le choix de Francisport.
Mais cette année, on a déjà 3 nouvelles régions qu'on rejoint. Et on peut imaginer que dans quelques années, en effet, tout le territoire, que ce soit en métropole et en outre-mer, sera représenté. En tout cas, c'est l'objectif. Donc si un territoire devait se poser la question, pourquoi j'ai pas d'antenne, la première question c'est déjà quels sont les acteurs qu'il y a et d'où l'étude et le besoin peut-être d'aller faire un baromètre autant pour les pratiquants mais aussi pour connaître l'écosystème local, la filière locale. Une des premières missions de l'antenne, avant même qu'elle existe, c'est vraiment de répertorier les acteurs sur le territoire, de trouver un projet commun, de mettre tout le monde autour de la table et d'avancer. Donc si en effet il n'y a pas d'antenne, c'est que cette étape-là n'a pas encore été faite, ou elle est en train de se faire, parce que c'est plus ou moins rapide. Et après, une fois que l'antenne est constituée, l'idée c'est justement d'étendre cette structuration des acteurs entre ceux qui n'étaient pas au courant, ceux qui sont en train de se former, et essayer de les accompagner pour arriver à maturité. Merci Rémi. Hop. Chiffre important à commenter, en fait, une prise de conscience aussi du nombre de créations d'associations, 10 clubs e-sport qui existent en prenant simplement les chiffres du journal officiel des associations. On voit en fait une progression de ces clubs. Alors, dans vos territoires respectifs, est-ce que vous avez pu identifier ces clubs? Est-ce qu'il y a un travail de terrain? Est-ce qu'il y a une particularité à l'e-sport vis-à-vis de ces clubs par rapport à des clubs sportifs? Alors, pas spécialement par rapport aux clubs sportifs, mais en tout cas sur le sujet de l'identification de ces structures, une réalité qu'on observe en tout cas sur notre territoire, c'est qu'il y a énormément de clubs ou de regroupements d'intérêt autour de l'e-sport, mais qui ne se déclarent pas en tant qu'association, parce qu'aujourd'hui, elles ne trouvent pas d'interlocuteurs référencés auprès des collectivités pour discuter. Donc elles se disent à quoi bon créer une asso pour mon projet, alors qu'il y a peu de chances qu'ils mettent. Ils ne savent pas encore dans quelle mesure ils peuvent aller solliciter les collectivités. C'est aussi notre rôle, France e-sport, sur les territoires, c'est d'accompagner ces collectifs et leur dire si, créez une association et on va vous accompagner pour aller rencontrer la mairie, la métropole, etc. pour solliciter une aide matérielle, financière. Voilà, c'est très intéressant de voir que ça progresse tous les ans, mais il faut se dire que ce chiffre, il est nettement en deçà de la réalité parce qu'il y a énormément de structures. Moi, j'ai des amis qui ont joué à niveau semi-professionnel sans structure. Donc ils n'étaient pas du tout déclarés, ils ne sont pas identifiés. Et des gens comme ça, il y en a beaucoup. Alors pour répondre à la deuxième partie de la question sur la différence avec les associations sportives, je pense que la grosse différence, c'est l'unité de lieu. Elle est de fait dans les associations sportives, puisque les gens qui se regroupent en association, en général, ils pratiquent au même endroit. Ça va être autour d'un terrain de basket, autour de terrain de tennis. L'e-sport, comme c'est en version dématérialisée, principalement, en tout cas au niveau associatif. Après, sur les clubs professionnels, les joueurs sont regroupés souvent au même endroit. Donc c'est vrai qu'il y a des associations avec des gens qui sont sur différents territoires. Donc c'est ça qui rend un peu compliqué. Et des fois, on apprend qu'une association dont un joueur très connu est sur un territoire, mais en vrai, l'association, elle est sur un autre territoire. Donc il y a un vrai travail de recherche. Mais justement, c'est aussi pour ça qu'on communique beaucoup là-dessus. C'est qu'il faut que ce soit les acteurs qui aussi viennent nous voir, c'est pas toujours aussi évident, contrairement au sport, de savoir à quelle zone est rattaché un club. On a le siège social de l'association d'un côté et des pratiquants qui peuvent être complètement dispersés sur le territoire. Dans toute la France, voire dans toute l'Europe, voire le monde entier, quoi. Très bien, merci. Comme on peut le voir aussi, une répartition déjà des associations en termes de régions. Donc Île-de-France, on pourrait dire évidemment, parce que souvent l'Île-de-France est positionnée sur plein de choses, vu la densité de population qu'il y a sur l'Île-de-France. Mais du coup, première positionnée, vient ensuite l'Auvergne-Rhône-Alpes, ma région, je bafouille ma région, c'est terrible. Et Provence-Alpes-Côte d'Azur, région sud, qui représentent du coup votre présence. C'est les premières régions à se créer. Alors Auvergne-Rhône-Alpes est en cours de création, elle n'est pas encore créée, mais du coup les deux premières sont dans le top 3 en termes de nombre d'acteurs, ce qui vient un peu imager vos propos sur le fait qu'on a besoin d'abord d'acteurs et d'identifier des acteurs pour pouvoir lancer une structuration. Rapidement, pour rappeler les missions, avant d'aller vraiment dans le territoire et sur vos projets en particulier, les missions de l'association au niveau national sont vraiment de répondre au cahier des charges et à la feuille de route de l'État. Alors cette feuille de route, elle est affichée. Vous, en termes de territoire, qu'est-ce que ça implique en fait, cette feuille de route de l'État? Vous la connaissez au niveau national? Alors moi, pour être totalement transparent, la feuille de route, c'est vraiment quelque chose dont on parlait aux collectivités,
Et en fait, la majorité des collectivités nous disent oui, mais ça ne nous concerne pas, puisque la problématique de cette feuille de route, c'est qu'il n'y a pas d'aide ou de subvention que peuvent utiliser les collectivités pour la mettre en place. Donc au final, chaque collectivité a sa propre stratégie, alors qui ne sont pas forcément les mêmes, qui sont surtout pas forcément aussi avancées. Il y a des collectivités qui ont mûrement réfléchi et qui font déjà beaucoup de choses pour l'e-sport. Il y a des collectivités qui n'ont pas commencé du tout. Ce qui est intéressant de voir en tout cas, c'est que tout le monde s'y met globalement, que maintenant on est extrêmement identifié et référencé dans le sport, ce qui n'a pas toujours été le cas, il suffit de voir la photo. Pendant des années, c'était plutôt le secrétariat au numérique, donc avec Axel Lemaire, Cédric O, Mounir Majoubi, qui accompagnaient, on va dire, notre secteur. Là, ça fait quand même 4-5 ans qu'on est clairement identifié dans le sport. Et au niveau des collectivités, ça par contre, ça se ressent. C'est vrai que maintenant, les collectivités, c'est souvent les projets e-sportifs sont pris en main par la direction des sports, par l'élu au sport, ce qui n'était évidemment pas du tout une certitude ou une évidence il y a une dizaine d'années. Après, sur le détail de la feuille de route, malheureusement, ça manque encore. Déjà, beaucoup de collectivités ne la connaissent pas. Ils l'apprennent un peu quand on leur en parle. Et surtout, voilà, il manquerait peut-être des budgets qui font que les collectivités pourraient cofinancer, je ne parle pas d'un financement total, mais cofinancer des projets. Là, actuellement, les collectivités gardent, on va dire, leur usage classique. Par exemple, une municipalité va essayer de se faire aider par le département ou la région pour essayer d'avoir un projet assez important. Malgré tout, l'association a quand même essayé de répondre à cette feuille de route, en tout cas d'opérer sur plusieurs verticales de la feuille de route, sur la promotion de cette pratique, sur le rassemblement des acteurs et donc les actions que vous menez dans les territoires est typiquement dans cette direction. Et enfin, représenter auprès des pouvoirs publics, et quand on parle des pouvoirs publics, on parle au niveau national, mais aussi au niveau des territoires, puisqu'on avait cette lacune de pouvoir à un moment donné aborder au niveau territorial de manière unifiée la thématique de l'e-sport. Donc ce que vous opérez du coup maintenant avec la création de l'antenne, est-ce qu'il y a eu une relation avant la création de l'antenne? Est-ce que vous aviez déjà eu une relation avec le territoire? Pour notre part, oui, énormément, mais on a vu vraiment un changement ces 5-6 dernières années. Avant ça, on était très souvent baladés entre numérique, culture, jeunesse, sport, et ça faisait des tours comme ça à l'infini, que ce soit sur les dossiers de demande de subvention ou peu importe les projets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a très souvent dans les collectivités un référent qui n'est pas forcément un spécialiste du milieu, mais au moins c'est toujours la même personne à qui on parle. Et on est de plus en plus identifié comme un acteur à qui ils vont venir poser des questions eux-mêmes. Donc ils viennent nous demander, parfois pour répondre à ta question précédente, la stratégie nationale c'est un cadre, mais eux effectivement, comme disait Rémi, ils viennent avec des problématiques très concrètes et terre à terre. Et parfois la problématique c'est comment on aide cette association-là en particulier. Donc des fois c'est très 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 pragmatique. Donc oui, on avait déjà des contacts avec les collectivités, mais il y a vraiment eu un changement de ces 5-6 dernières années, en parallèle du développement de France e-Sport au national et de la prise de conscience aussi des collectivités. Alors du coup, on va en parler. Merci, la belle transition. Merci à la créatrice de la présentation. Qu'est-ce qu'attendent ces territoires en fait? Dans les échanges que vous avez eus, pour rentrer un peu dans le détail, on vient avec cette fameuse feuille de route de l'État qui est une stratégie nationale qu'on essaye de redescendre, mais pour autant, je pense qu'il y a des attentes spécifiques. Est-ce que vous avez identifié des grandes attentes? Alors l'attente numéro 1, je pense, au niveau des collectivités, c'est vraiment de s'adresser à tous les publics. Là, ils se rendent compte qu'il y a un public qui leur échappe, qui est un public de 15-25 ans et qui aime pratiquer le jeu vidéo et l'e-sport. Et en fait, ils se rendent compte que dans leur offre, que ce soit en termes d'événements, que ce soit en termes d'accompagnement, en fait, ils arrivent très facilement à avoir les moins de 14 ans via tout le côté périscolaire, très facilement à avoir les plus de 30 ans via ce qu'ils font habituellement. Et donc, je pense qu'ils veulent vraiment répondre à un besoin. Ils se disent, aujourd'hui, on a identifié notre trou dans la raquette, notre manque. Qu'est-ce qu'on fait pour y remédier? Et donc, ça va être de l'aide aux clubs, ça va être de l'aide aux événements, mais qui vont cibler cette zone-là. Et après, la deuxième, souvent, chose qui va avec, c'est le fait de participer. Ça veut dire qu'ils se rendent compte qu'ils ont un peu raté le wagon, parce que l'e-sport, ça fait plus de 25 ans que ça existe en France, et ils se disent, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de rattraper? Donc en général, leur premier réflexe, c'est essayer d'associer ce qu'ils font déjà dans le sport, donc que ça soit au niveau du côté fédéral, au niveau du CNOSF, etc. Et après, ils se rendent compte que en fait, l'e-sport,
bon, il y a un peu son fonctionnement un peu particulier, et donc il y a une vraie volonté de leur part de comprendre comment fonctionne cet écosystème et comment ils peuvent aider et participer. Mais justement, il n'y a pas de feuille de route extrêmement claire par rapport aux collectivités, parce que justement, l'e-sport est quelque chose qui apparaît, en tout cas de leur côté, comme quelque chose d'assez nouveau, et il faut parfois un peu de temps pour bien le comprendre. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu incompréhension du médium. Il y a la prise de conscience qui est passée. Les collectivités savent que l'e-sport peut être, comme l'a été le sport ou peut-être le hip-hop, si je dois faire des métaphores à une certaine époque. Le jeu vidéo et l'e-sport peuvent être des vecteurs de création d'emplois, développement économique, d'attractivité touristique, d'inclusion, etc., etc. Tous ces enjeux qui sont des enjeux de collectivité, mais elles ne savent pas comment. Voilà. Et donc nous, notre rôle, c'est de leur donner des pistes et de les accompagner dans ces projets-là. Alors du coup, on va rentrer. Alors on a effectivement différentes pistes. Merci à Nicolas Bézombe et ses slides et ses perfect slides, je pourrais dire, toujours très pragmatiques, qui vont droit au but, avec les différentes actions qui peuvent être spécifiquement demandées. Mais je vais aller directement. Je suis désolé, je l'ai passé très vite ton slide. Allez, on va quand même revenir pour le travail qui est fait. Il a l'air d'être triste. On a des enjeux d'éducation, on a des enjeux de structuration, d'éducation populaire, de sport, de santé, de formation, d'équipement, de transformation des territoires. Tous ces enjeux, en fait, sont adressés au sein des territoires avec une logique de changement sociétal. Donc à chaque fois, on doit faire de l'éducation justement des élus pour leur faire comprendre ce qu'est l'activité et comment eux ils peuvent se l'accaparer et l'utiliser pour venir opérer des changements auprès de leur propre territoire dans l'intérêt du coup de leurs usagers. Merci Nicolas Bezombe, il manquait le copyright. Du coup, on va rentrer un petit peu rapidement dans le détail. Je vous laisser présenter vos antennes et prendre le micro. Je crois que le premier qui vient, c'est Île-de-France, donc c'est toi Rémi. Oui, alors on a été créé entre guillemets en mars, puisqu'on a proposé le projet en fin d'année dernière. Ça a été validé par le conseil d'administration de Francisport. On est déjà revenu sur le pourquoi du comment du niveau régional. Donc je me suis déjà présenté. Donc il y a Nicolas Bezombe qui nous fait des beaux tableaux que vous avez pu voir juste avant, mais qui est enseignant-chercheur. Et en effet, on y reviendra un peu après. La recherche, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on est sur quelque chose de nouveau. Et en plus, surtout, de voir l'impact que ça peut avoir sur les jeunes. C'est vrai que pendant très longtemps, on a dû combattre un peu des clichés sur le jeu vidéo. L'e-sport, comme c'est la pratique compétitive, il y a de nombreuses recherches qui montrent que ça développe des compétences. Mais après, à quel niveau, comment, pourquoi ? C'est pour ça que c'est très important d'avoir un chercheur. Donc Arnaud, qui lui s'occupe de GameWard, donc qui est une équipe professionnelle. C'est aussi important parce que c'est vrai que les joueurs professionnels, il y en a de plus en plus. Alors, il ne faut pas imaginer qu'on parle de millions de personnes, mais voilà, c'est un écosystème qui se développe. Comme vous pouvez voir sur les plateformes comme Twitch, c'est des programmes qui ont de plus en plus d'audience. Et entre guillemets, en France, on est plutôt pas mal lotis en termes d'équipe et de visibilité. On a Arthur qui lui représentait plutôt un club amateur, donc avec des joueurs qui ne sont pas professionnels, qui sont plutôt semi-pro, donc on est plus dans la détection des joueurs. Et après on a Webedia, donc qui est un grand groupe qui possède entre autres Allociné, jeuxvideo.com, etc. Et qui dans l'e-sport s'est pas mal concentré sur les événements, on va dire à niveau national ou international. On pense à la LFL qui est un peu la Ligue 1 de League of Legends, mais pas que. Et donc voilà, l'idée c'était un peu de représenter de l'organisation professionnelle à amateur, des clubs pro et la recherche. Donc on est assez content. Alors évidemment, on n'est pas juste 5 dans l'antenne Île-de-France. On est la région qui a le plus d'acteurs. Mais on va dire que ça, c'est les 5 personnes qui, on va dire, travaillent au quotidien quasiment sur l'antenne. Et après, au niveau des actions en 2024, c'est vrai qu'il y a eu la Paris Games Week il n'y a pas très longtemps, qui a été pour nous un bon moyen de rencontrer nos adhérents, puisque Francisport avait un joli stand, je le répète. Bravo Marilou. Et donc voilà, notre objectif, c'est de réunir ces acteurs, comme on en a parlé. L'idée, c'est de les identifier. Alors ceux qui sont déjà chez Francisport, on les connaît, la majorité d'entre eux, mais il y a ceux qui n'y sont pas. Essayer de comprendre pourquoi ils n'y sont pas. Est-ce que c'est parce qu'ils trouvent que c'est trop éloigné de leurs préoccupations ? Donc comment essayer d'arriver au plus près ? Alors tout à l'heure, Pierre parlait de la problématique de certaines assos ou structures de parler aux collectivités. C'est vrai que c'est
Pour certains, c'est facile, pour d'autres moins. Enfin voilà, l'idée, c'est d'essayer de leur apporter des choses, de l'accompagnement. Il y a le fait d'organiser des événements pour qu'on puisse justement essayer de créer une dynamique au niveau de l'Île-de-France. Je prends l'exemple des joueurs. Il y a un certain nombre de compétitions en Île-de-France, mais les compétitions, personne ne se parle entre acteurs. Donc des fois, c'est le même jour, des fois, c'est tout très concentré, et puis il y a des périodes où il n'y a rien. Donc l'idée, ça va être d'essayer de créer des calendriers comme ça pour que les joueurs puissent participer à un maximum de compétitions, pour qu'il y ait de plus en plus de joueurs qui participent, ce qui est déjà naturellement le cas, hein. Il y a de plus en plus de compétiteurs, mais vraiment essayer d'organiser, de structurer un peu plus ça. Et puis voilà, on va essayer de développer des outils, que ce soit au niveau juridique pour les petites associations, que ce soit des calendriers, enfin voilà. L'idée, c'est que ça serve et pour les acteurs professionnels et pour les clubs et acteurs amateurs qui font partie de l'antenne. Et du coup, ben, on va rebondir chez toi. Alors, il y a une armée, Ouais. Paca. Hein, Ouais, il y a du monde. Effectivement, on a monté une équipe de 11 membres fondateurs avec des profils très, très hétérogènes. On a des Niçois et des profils sur Aix-Marseille, des hommes et des femmes, des éditeurs, des promoteurs, et voilà, pas mal de monde très différent. Donc Magali Dorado qui dirige l'agence Game & Rules, qui est spécialisée dans l'accompagnement juridique aux joueurs et associations et tous les acteurs de l'écosystème e-sport. Cédric Dufoy qui dirige l'agence BIA, mais qui est aussi le président du COJO, donc Comité d'organisation des Jeux Olympiques sur Marseille et Nice, pardon. Hugo Hertling, le CEO de Easy Dream, donc une équipe professionnelle. Romain Sombré, cofondateur d'MCES. Nicolas Sauvamanier, qui représente l'événement Maximus Cup, qui est un gros événement e-sport à Arles, mais qui est aussi vice-président de la Chambre de commerce du Pays d'Arles. Donc c'était important pour nous aussi d'intégrer des profils un peu institutionnels comme ça. Julien Gallerin, qui est un des cofondateurs du studio Iconic, développeur de jeux vidéo à La Ciotat. Anthony Michel, Marie-Lou Paget et Karim Issa qui ont rejoint au collège des joueurs, donc qui est en individuel, et David Canestrari qui représente l'association PCS, qui est un club amateur, qui illustre très bien ce que disait Rémi tout à l'heure, parce que le club, le siège était à Marseille, mais lui a déménagé, n'est plus à Marseille, et la plupart des membres ne sont même pas dans la région sud, donc ça illustre exactement ce que tu disais tout à l'heure. Donc 11 membres fondateurs, on a la chance d'être soutenus financièrement par la région Sud, ce qui nous a permis il y a quelques mois de recruter 2 chargés de mission qui travaillent avec nous et qui nous aident à développer tout ce plan d'action. Donc on a fixé un cadre avec la région Sud de 5 axes de travail. S'engager dans une démarche éco-responsable, donc rendre l'e-sport plus éco-responsable, prévenir et lutter contre le cyberharcèlement, développer un e-sport pour tous, professionnaliser et structurer l'écosystème e-sport et travailler sur l'attractivité du territoire. Et dans chacun de ces axes de travail, on a imaginé plusieurs actions, certaines qu'on a déjà engagées, d'autres qui vont arriver en début 2024. Sur l'éco-responsabilité, on démarre en début d'année une étude sur l'empreinte carbone des événements e-sport en s'attardant notamment sur l'empreinte carbone de l'activité numérique. Et on va mener une étude similaire sur les équipes e-sport pour voir quelle est l'empreinte carbone d'une équipe. Une fois qu'on aura mené ces études, la photographie finale, elle ne suffit pas. Il faut aussi en tirer des leçons et imaginer comment on peut améliorer ça. Donc, par exemple, on a prévu de mettre à disposition des organisateurs de compétition membres de l'antenne France e-sport Sud des outils concrets qui leur permettent de travailler sur leur éco-responsabilité. Ça peut être des bacs de tri, ça peut être de la mise en relation avec des filières de revalorisation des déchets, ça peut être de travailler avec des prestataires en circuit court, etc. etc. Sur la lutte, la prévention et la lutte contre le cyberharcèlement, on va mettre en place un dispositif de signalement des comportements sur des événements physiques, donc en LAN, en compétition de jeux vidéo, qu'on puisse signaler tous les comportements toxiques des joueurs et des joueuses aussi, ça peut arriver. La mise en place d'une charte de bonne conduite à destination des organisateurs d'événements et la mise en place aussi d'une permanence d'assistance, d'aide et de soutien aux victimes ou tout simplement de réponse aux questions à ceux qui s'interrogent sur le sujet. Il y a plein de gens qui se demandent c'est quoi à quel moment on dépasse la frontière du harcèlement et du cyberharcèlement. Donc on va mettre en place une plateforme d'assistance sur Discord parce que c'est le média de référence des gamers. Sur le volet e-sport pour tous, donc e-sport pour tous, ça veut dire un e-sport mixte, un e-sport inclusif, un e-sport accessible aussi aux personnes en situation de handicap. Donc on a plusieurs actions, notamment des interventions en quartier prioritaire, en QPV, pour sensibiliser à l'e-sport aux jeunes
joueurs, mais aussi à leur entourage, aux familles, etc. Parce que c'est très important également de les sensibiliser. Et un soutien à pas mal d'initiatives locales. On a la chance sur notre territoire d'avoir beaucoup d'initiatives qui travaillent sur ce sujet. On peut citer la mission locale avec la Jeans, donc la Gaming House de l'insertion. On peut citer Andy Gamer qui accompagne des joueurs sur merci qui accompagne des joueurs sur la fabrication de manettes adaptées pour des joueurs en situation de handicap. Donc voilà, on soutient toutes ces initiatives là à travers de la mise en réseau, à travers de l'accompagnement sur des process, sur du juridique, etc. Sur le volet professionnalisation et structuration, on a tout d'abord une forte volonté de soutenir le tissu associatif pour l'aider à se développer, pour l'aider à se mettre aux normes, à se conformer à la loi aussi, parce que eux, c'est pas forcément leur domaine de prédilection, le juridique. Donc l'étude économique locale, c'est un peu le baromètre, mais appliqué à la région sud dont on parlait tout à l'heure. Organiser des rencontres entre acteurs du territoire, c'est très important aussi que les gens puissent se rencontrer, discuter et échanger pour éviter des écueils comme ceux que Rémi citait tout à l'heure, c'est-à-dire des acteurs qui ne discutent pas entre eux et qui vont mener des projets similaires sur des périodes similaires et du coup se cannibaliser un peu la portée médiatique et l'audience et l'affluence en termes de joueurs. Et enfin, développer une formation titre animateur e-sport. On ne sera pas les seuls à la développer, mais voilà, c'est un gros projet qu'on a aussi sur la région sud. Et enfin, sur le volet attractivité et rayonnement du territoire, donc la première étape, c'est cartographier les acteurs. Pour pouvoir attirer du monde, il faut déjà pouvoir dire qui on est et qui compose cet écosystème. Ensuite, accompagner l'accueil d'événements et de projets d'envergure nationaux ou internationaux. Donc on discute avec certains opérateurs de très très haut niveau pour accueillir des événements de grande envergure dans la région sud, comme il y a eu le cas par exemple avec les LFL Days à Nice. Et enfin, un super projet qui me tient énormément à cœur, c'est la création d'un pôle de compétitivité e-sport. Donc un modèle de candidature, passage devant jury, et les candidats retenus qui ont des projets, que ce soit des streamers, des équipes, des créateurs de logiciels, des organisateurs de compétition, etc., pour avoir un accompagnement avec un bail locatif professionnel offert pendant un certain nombre de mois, voire d'années, et pas mal d'accompagnement juridique, business, etc. Voilà. Donc ça, c'est juste des exemples d'actions qu'on va mener sur 2024-2025. On n'avait pas à mettre tout le plan d'action parce qu'on a beaucoup d'actions. On a aussi la chance d'être soutenu assez fortement par notre président de région Renaud Muselier et ses élus, les conseillers régionaux et les agents aussi. Et on n'a pas qu'un soutien de parole, on a aussi un soutien financier qui nous permet de nous projeter sur ces actions-là. Voilà. Ok, donc ce que je retiens en fait de vos deux actions dans les territoires, c'est que en fait on va pas proposer à faire de l'e-sport ou à jouer aux jeux vidéo, c'est pas la fin. C'est un moyen plutôt de faire beaucoup de choses, de travailler des thématiques plus transverses, ce sont des thématiques sociétales, des thématiques d'ordre d'éducation, des thématiques alors de performance, donc plus sportives dans l'esprit de la compétition. Mais du coup, c'est une somme d'actions sur plusieurs verticales sur lesquelles on va venir un petit peu articuler une stratégie appliquée au territoire en fonction des besoins du territoire. C'est un petit peu les missions de ces antennes régionales. Du coup, on a fait le tour de ces présentations. On a fait le tour de notre demi-heure impartie. Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire à notre audience sur justement comment on intéresse à ces collectivités, quelle est l'importance en fait pour ces collectivités de s'intéresser à cet écosystème et pas simplement dire attends, le jeu vidéo, moi c'est pas mon truc, je vais pas l'adresser. On a d'autres problèmes, on a d'autres priorités. Alors, quel est votre argumentaire simple pour Alors moi j'ai deux anecdotes, c'est encore mieux que des arguments. La première, c'est que quand je vais chercher mon filleul à la sortie du collège, il parle 5 minutes de Mbappé, 5 minutes de l'OM et 1 heure de jeux vidéo, et il a 11 ans. Donc si les collectivités n'en prennent pas conscience aujourd'hui, elles vont perdre pas la génération maintenant, mais les générations futures aussi. Et ma deuxième anecdote, c'est sur une série de tournois qu'on organisait en Pays d'Arles. Un jour, je crois que c'est à Port-Saint-Louis-du-Rhône, il me semble, où il y a un élu à la jeunesse qui vient voir le tournoi. Et en fait, il rentre dans la salle et il est stupéfait de ce qu'il est en train de voir. Donc il ressort et il appelle le maire qui avait préféré aller faire le tour du marché et serrer des mains comme il fait tous les dimanches matins.
Et il appelle le maire, il lui dit il faut absolument que tu viennes, il faut que tu vois ça, etc. Et quoi, viens, je peux pas te dire, viens, viens, viens. Et donc moi je reçois le maire, je l'accompagne et il s'arrête sur le seuil de la porte. Et il fait une vision panoramique comme ça, il dit putain, mais il y a des jeunes dans ma ville. Et là il y a un jeune à côté de lui qui habite la même ville et qui le regarde et qui fait putain, mais il y a un maire dans ma ville. Et là on comprend tout de suite la fracture en fait. Le jeune de 20 ans n'avait jamais entendu parler ni vu le visage de son maire qui est maire depuis plusieurs mandats. Et l'e-sport peut aussi servir à reconnecter. Au-delà de l'enjeu électoral, c'est aussi de faire comprendre que de l'objet politique, de l'utilité de l'objet politique, et qui peut ensuite servir des enjeux comme ça, donc l'éco-responsabilité, le harcèlement, l'inclusivité, etc. C'est des vrais enjeux qu'on arrive à travailler avec l'e-sport. Donc j'ai même pas d'argument à donner. Il n'y a aucune raison pour les collectivités aujourd'hui d'ignorer le phénomène, quoi. Et toi, Rémi, l'argument choc? Alors il y a évidemment l'argument de la classe d'âge, hein. C'est vrai que toutes les collectivités, quand on les voit, elles partagent quasiment toutes le même constat sur cette tranche de 15-25 ans. Et en effet, la tranche en devenir, c'est-à-dire que quand ces élèves vont quitter un peu le périscolaire et commencer à arriver dans cette tranche de 15 ans, à quel moment ils vont participer à des actes ou des manifestations de la collectivité. Alors il y en a, hein, via le sport ou autre, mais c'est vrai qu'ils perdent quand même pas mal de gens en route. Et si on parle de citoyenneté, c'est important que les collectivités s'adressent à tout le monde, surtout qu'on voit les chiffres et on parle de millions de personnes. On n'est pas comme il y a une vingtaine d'années où on était sur un secteur de niche. Après, moi, ce dont je vais vous parler, c'est ce qu'on fait avec l'éducation nationale, parce que ça a été pendant très longtemps un frein des collectivités. C'est-à-dire que les collectivités disaient, est-ce que c'est notre rôle de pousser les jeunes à faire des écrans? Et c'était souvent l'excuse un peu choc pour dire, on fait rien. Alors déjà, deux réponses à ça. La première, c'est que de toute façon, les jeunes, ils n'attendent pas la collectivité pour faire du jeu vidéo, hein. Plus de 90% des jeunes pratiquent le jeu vidéo aujourd'hui. Donc la collectivité, elle ne peut plus mettre ça sous le tapis en se disant nous, on ne s'y intéresse pas. L'idée étant pas du tout de pousser les jeunes à faire des écrans, mais au contraire à encadrer la pratique et à responsabiliser. Et le dernier veto, c'était un peu le côté éducation nationale, puisqu'il y avait un peu des rumeurs, ou en tout cas des choses qui se disaient comme quoi ça pouvait pousser à la déscolarisation ou que ça pouvait favoriser l'absentéisme, l'échec scolaire, etc. Nous, ça fait 3 ans qu'on travaille avec le rectorat de l'Académie de Versailles pour justement amener l'e-sport dans les établissements et créer des ateliers sportifs. Et c'est pas genre juste une fois, hein, on vient toutes les semaines dans des établissements, ça fait 2 ans qu'on fait ça, et la première réponse, on va dire, qui ont été données, c'est par les chefs d'établissement qu'on dise on veut continuer ce projet-là, parce que justement on voit un vrai impact sur le climat scolaire, sur le développement des apprentissages, etc. À tel point que le ministère de l'Éducation nationale nous a incité à présenter le projet à un appel à manifestation d'intérêt France 2030 pour justement essayer de généraliser ça et pourquoi pas l'intégrer dans l'éducation nationale dans les années à venir. Donc là, pendant 5 ans, on va avoir 20 établissements, collèges, lycées, dans lesquels on va amener l'e-sport et justement faire une recherche, donc entre autres par le laboratoire de Nicolas, sur les impacts qu'ont l'e-sport. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir assez rapidement des données et des réponses françaises, parce qu'il y a déjà des études qui ont été faites, mais plutôt à l'international, pour justement expliquer que c'est une matière qui est extrêmement intéressante. Déjà parce que les élèves sont très motivés, et comme ils sont très motivés, ils sont prêts à faire des efforts. Et en plus parce que ça génère des métiers. Il y a aujourd'hui beaucoup de métiers dans le jeu vidéo, dans l'e-sport. Et voilà. Donc l'idée aussi, c'est de se dire que les collectivités, si même l'éducation nationale s'y met, et s'y met vraiment, hein, on parle de projets d'ampleur dans des dizaines d'établissements, les collectivités, à leur échelle, à leur niveau, au moins essayer d'accompagner. Et je vais juste parler d'une initiative qu'organise GameWard, donc un de nos membres. La ville de Boulogne-Billancourt a créé un centre municipal de l'e-sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui s'intéresse à la musique, il va au conservatoire. Quelqu'un qui s'intéresse au basket, il va au gymnase. Mais celui qui s'intéresse à l'e-sport, il reste chez lui. Alors évidemment, s'il reste chez lui, il y a des problématiques de je me couche très tard, je ne suis pas encadré, surtout s'il y a des rapports conflictuels avec les parents, etc. Mais à partir du moment où il y a un tiers-lieu qui se crée, où le jeune va y aller, et ça c'est le rôle de la collectivité de le créer. Alors ça peut être via les médiathèques, les microfolies, ça peut être un centre municipal de l'e-sport comme Boulogne-Billancourt. Mais voilà, c'est important qu'il y ait un lieu de pratique sur lequel le jeune, il est encadré, il voit d'autres jeunes pratiquer, dont la grande majorité se fait avec bienveillance et avec raison. Et ça permettra, pour les cas qui existent, qui posent problème, mais comme dans toute activité qui devient une activité de masse, et bien justement d'avoir un cadre. Donc voilà, moi j'encourage vraiment les collectivités
à se poser la question, pourquoi dans notre ville, il n'y a pas de tiers-lieux qui permettent aux jeunes de pratiquer, comme on peut avoir des dojos pour les sports de combat ou des terrains de foot. Merci à vous deux pour cette présentation. Donc, tout est disponible évidemment si vous êtes intéressé sur le site Francisport et vous pouvez contacter directement Francisport via le site et il y a une page contact. Je demande à Marie-Lou, sous couvert de ta validation, il y a toujours une page contact sur le site. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, on sera là comme ressource. L'idée est aussi de vous présenter tous ces modèles qui peuvent exister, on en a plein. Il y en a qui fonctionnent sur certains territoires. Pourquoi ne pas les mettre en initiative chez vous? On a le lieu ressource, on a créé le lieu ressource, on crée des antennes pour être au plus proche des territoires maintenant. Voilà, donc francisport.org, voilà, pour toute autre question. Merci à vous toutes et toutes. Merci.